Donc, contre nous, soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à TPL Télévision, des questions importantes qui retiennent l'actualité dans cette panoplie. Des questions d'actualité sont mises sur la table et avec un invité sur le plateau, on en parle. L'actualité dans le pays reste dominée par ces yo-yo entre Kinshasa et Kigali, vous le savez. Paul Kagame a parlé, Félix Antoine Tshisekedi a rétorqué, les critiques fusent un peu de partout. On dit que le président n'était pas ferme, le président n'a pas rencontré frontalement M. Kagame. On parlera de ça. On reviendra sur l'état des sièges. Félix Antoine Tshisekedi qui change donc l'administration civile en administration militaire. Est-ce la recette qu'il fallait à cet instant? Sans oublier la guéguerre entre l'IGF et Matata Ponyo dans cette affaire des Boukangalozo. Faut-il aller immédiatement vers la justice pour que la vérité éclate au grand jour? On parlera aussi peut-être des métiers des journalistes. Un invité sur ce plateau pour la toute première fois. J'ai donc l'honneur de recevoir pour vous un ami, un frère et un confrère, Monsieur Jean-Pierre Kaïmé. Monsieur Kaïmé, bonsoir. bonsoir Pierrot. Bonsoir aux téléspectateurs de CEPEL, ils sont de plus en plus nombreux. Pour moi, c'est l'expression des réussites. Il y a 2 ans, on ne te voyait pas faire ça. Il y a 2 ans, on ne pensait pas que CEPEL prendrait aussi de l'ampleur jusqu'à devenir parmi les médias de référence quand il faut parler de l'actualité politique. Et pour ça, je voudrais, la main sur les cœurs, t'adresser mes sincères félicitations à la fois à toi, à l'ensemble de ton équipe. C'est un plaisir pour moi d'être ici. En fait, je me sens en quelque sorte chez moi. Merci beaucoup Jean-Pierre. Vous allez désormais commencer de temps en temps à revoir Jean-Pierre Kaïmbe. Je suis d'ailleurs en train de concocter une sorte de classico dans mes émissions débat Jean-Pierre Kaïmbe et Patrick Eyalé. On trouvera un jour où ces classicos-là sera un match régulier pour se jouer régulièrement. Oui, en tout cas, moi je reste tout à toi et très ouvert. À tout moment, je viendrai répondre de temps en temps à tes questions et à celles des internautes. Jean-Pierre Kaïmbe, donc journaliste et patron de 24h.cd qui est un site d'information, mais aussi patron d'une télévision sur YouTube, non à la balkanisation. Allez donc vous abonner sur le site de mon ami Jean-Pierre Kaïmé, non à la balkanisation sur YouTube. Vous voulez avoir des informations sur la défense de la patrie, sur le combat pour l'intégrité territoriale. Je vous conseille donc d'aller vous abonner sur non à la balkanisation, télévision YouTube de mon ami Jean-Pierre Kaïmé. Jean-Pierre, aujourd'hui vous êtes patron, on vous a connu à la RTGA, de messieurs plus Mwabilou Mbaye Moukala. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses se sont racontées autour de vous, autour de votre présence à la RTGA. Jusqu'aujourd'hui, on apprend que vous avez été chassé, j'ai passé moi cette expression, par messieurs plus Mwabilou. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Kaïmbe? Bon, je dois dire que je n'aime pas revenir très souvent sur mon départ de la RTGA. Il faut dire que ça fait quand même 3 mois que j'ai été viré. Monsieur, il m'a fait venir chez lui pour me dire qu'il ne voulait plus me voir dans sa chaîne parce qu'il estimait que j'ai violé les règles éditoriales. Il faut dire que après 12 ans de carrière, Jean-Pierre, au-delà du fait, à la RTGA, au-delà du fait que j'étais journaliste, mais j'avais aussi des opinions que je tenais à émettre en toute liberté. Et j'avais un choix entre me taire, de garder mon poste, ou continuer à émettre librement mes opinions et perdre tous les avantages que j'avais. Et donc j'avais choisi le camp de la liberté. Parce que je considère qu'à un moment donné, il faudrait que défendre certaines valeurs devienne une obligation, bien plus qu'un devoir. Et je disais qu'il n'était plus possible que quelqu'un m'arrache la parole pendant que notre opinion, pendant que notre peuple a besoin de nous écouter de temps en temps. Donc je fais le choix entre le chômage et la liberté, la neutralité, l'indépendance, parce que je ne voulais plus recevoir des injonctions des politiques sur un fait ou sur un autre. Vous savez que la RTGA a été média d'un politicien qui a une ligne éditoriale qu'il fallait respecter, et à un moment donné, j'étais en contradiction, ou en contradiction permanente. Vous confondiez souvent le militantisme, le kabylisme avec la ligne éditoriale, avec le journalisme. Est-ce que ce n'est pas le militantisme, vos appartenances à Kabila, à la ligne politique défendue par M. Kabila, qui vous ont créé des problèmes avec M. plus Mwabilou? On appartient à Kabila si on est détenteur d'une carte des membres d'un des partis qui soutiennent M. Kabila. Jusqu'à preuve du contraire, je mets quiconque à défi, personne
jamais saurais brandir ici sur votre plateau une carte de Jean-Pierre Kayembe appartenant à un quelconque parti politique de l'ancienne majorité. Je suis au fond de moi, profondément nationaliste. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ma chaîne YouTube s'appelle Non à la balkanisation TV. Je défends les valeurs, je défends l'intégrité de notre territoire, nos 2 345 410 km². Et donc, si je trouve qu'il y a un individu, pour quelque raison que ce soit, qui essaie de m'empêcher de garder ma liberté d'esprit, ma liberté de penser, parce que je suis convaincu au fond de moi que c'est pas la force, les biceps, c'est plutôt la légitimité qui compte. Et au bout, j'avais le choix à faire. J'ai accepté de perdre des avantages. J'ai accepté de perdre mes bureaux parce que j'étais quand même cadre de direction. Laisser une des émissions que j'ai créées, de toutes pièces que j'ai montées, que j'ai unifiées. On débrief. Très belle émission. J'ai me délecté souvent d'y passer. De temps en temps, tu passais là-bas. C'était un enfant chéri pour moi. Mais j'ai dit, entre l'émission, entre les avantages et ma liberté d'esprit, mon indépendance politique, j'avais un choix à faire. Donc, j'ai accepté de partir. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai toujours pas reçu une quelconque notification. J'ai été renvoyé télémendiant. Mais bon, je n'ai pas le temps de revenir sur ça. Je n'ai pas non plus le temps d'aller en justice ni de faire du bruit sur la toile. Je suis parti. Si monsieur sera touché parce que la boîte me doit quand même jusqu'à 1 année et demie d'arriérés de salaire. Je ne demande pas les indemnités, je ne demande que les arriérés. On ne me les a pas donnés. Je n'ai pas encore engagé un avocat. Je n'ai pas non plus le temps de le faire. Il est à l'union sacrée. Là-bas, il nous semble que l'on prône l'état des droits. L'état des droits sous-entend aussi le respect des engagements pris. Bon, s'il est touché et qu'il accepte de me payer, tant mieux. S'il ne me paye pas, il sera lui-même seul face à sa conscience. Tu ne mèneras pas la guerre que moi j'ai menée à Jeannette Kabila, par exemple. Hein. Pour être honnête, tu ne feras pas comme Perrault contre Jeannette Kabila. Non, je ne ferai pas du Perrault. Je dois reconnaissance à M. Pius. Il m'a appris autour de 2010. C'est vrai, j'ai galéré, tout n'était pas rose. J'ai réussi à m'effrayer un chemin. Au nom de tout ce temps qu'on a passé ensemble, de cette proximité qu'on a partagée, je me sens même très mal à l'aise d'être ici en train de parler de ça. Il faut dire que quand je partais, quand il m'a fait partir, il y avait 2 camps qui se sont dressés. Son camp à lui avec un groupe de profiteurs, de ceux qui pensaient que si je partais, certains prendraient ma place, ils prendraient mes émissions et ils s'achèteraient des véhicules parce qu'ils pensaient que Kayembe roulait et donc ils tiraient forcément profit un peu de jalousie. Il y avait aussi un autre camp et c'est au nom de ce camp que j'ai accepté de me taire. Le camp de Madame Christelle Mwabilou. Sa fille. Sa fille. Qui dirige la chaîne d'ailleurs. Qui dirige la chaîne. De fer. Il y a beaucoup de choses qu'on reproche à cette dame-là aussi. Ben, quand on dirige... La gestion familiale. Quand on dirige... Ben, mais la chaîne, on nous le rappelle tout le temps que c'est une chaîne familiale. Quand on dirige, on a toujours des critiques. C'est pas toujours facile. Il est aisé de critiquer, mais toujours pas facile de diriger. Mais je pense qu'on m'a fait partir parce que mes problèmes ont commencé depuis fin 2020. Elle a continué à me conseiller. Elle a continué. Et à un moment donné, elle est même allée en guerre contre son père. Parce qu'elle estimait que Jean-Pierre, 12 ans après, faisait partie des éléments qu'il ne fallait pas perdre. Et je pense que même les auditeurs, les téléspectateurs l'ont senti, que mon départ a créé un tout petit vide. Je sais qu'on n'est pas indispensable. Un petit vide. Un petit vide, je l'ai dit avec modestie. On débriefe down aujourd'hui, on n'en parle plus. Hein. Bon, moi, on débriefe, c'est mon idée à moi. C'est ma conception. Je n'ai pas souhaité partir avec. Je dis qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Je vous laisse ça, faites-en ce que vous voulez. J'ai estimé que mon temps était arrivé, que je pouvais partir. Aujourd'hui, je suis libre, donc je peux dormir, me réveiller quand je veux. Et grâce à Dieu, je peux mettre sur place 24h.cd qui emploie 3, 4, 5 personnes autour. Il y a Non à la balkanisation, qui a aussi 3, 4, 5 collaborateurs. Bref, il y a une dizaine de personnes qui dépendent de moi maintenant. Et donc, j'ai l'obligation de bosser dur pour ne pas permettre à ce que mes collaborateurs tombent dans ce que moi j'ai vécu. Des années, des mois d'arriérés, d'humiliation,
vous voyez, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire au nom de Christelle Mabilou, qui pendant longtemps m'a prêté oreille attentive. Bon vent et courage à toi, Jean-Pierre Kayembe. Tu nous rejoins, nous qui avons fait la guerre à Jeannette Kabila pour des questions des salaires, maintenant qu'on est un peu plus indépendant. Jean-Pierre, est-ce que vous ne payez pas votre militantisme? Kayembe, vous êtes un militant, vous êtes un analyste, vous êtes un commentateur, bref, vous êtes un kabiliste. En gros, on est amis, je dirais les choses que beaucoup disent. On dit de vous que vous faites partie de la classe de la honte du métier de journaliste, des gens qui ont vendu l'éthique, la déontologie, la neutralité journalistique au profit des hommes politiques. Vous êtes un kabiliste pur sang. Qu'est-ce que vous faites de la neutralité journalistique? Qu'est-ce que vous faites de l'éthique et de la déontologie quand vous vous laissez estampiller Kabila sur votre front là? Estampiller Kabila, c'est faux. Dire que je suis kabiliste, c'est encore faux. Mais dire que je partage la vision de Kabila, c'est pas faux. Je crois en lui. J'ai pris le temps d'étudier l'homme, de le comprendre. Et j'ai vu, il y a même longtemps, j'avais titré Kabila, éternel incompris. Aujourd'hui, je trouve que les gens ont commencé à comprendre que Kabila avait raison. Les faits donnent raison à Kabila. Sa gestion, ses méthodes, son silence réputé. Kabila, avec lui, nous partageons des valeurs. Ce que je vais vous dire va vous étonner. Je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai pas encore serré ma main, la main de Kabila. Je le rêve. Pour moi, le jour que je le verrai, ce serait l'accomplissement de tout un rêve. Je veux rencontrer cet homme. Je voudrais prendre même quelques minutes avec lui, à lui poser des questions. Mais comment avez-vous fait pour diriger un si grand pays avec dextérité? Comment avez-vous fait pour être un si grand prophète? Comment faites-vous pour prédire l'avenir? Comment avez-vous fait pour stabiliser un pays, pour gérer avec 4 vice-présidents? Comment vous en êtes-vous sorti alors qu'ici, une petite coalition de quelques ministres, ça n'a pas marché? Comment avez-vous fait pour résister à ceux qui voulaient balkaniser le Congo? Comment avez-vous fait, M. Kabila, pour faire passer un code minier? Ce n'est pas des partisans. Ici, c'est un nationaliste. Attendez, il n'est pas exclu. Il n'est pas exclu. Attendez, Perrault, attendez. Il n'est pas exclu que l'on soit militant. Ici, je voudrais même me délester un tout petit peu de ma casquette de journaliste. Je parle en tant que citoyen, en tant que Congolais. Quand je vois Kabila accepter de partager son pouvoir pour que le pays ne soit pas balkanisé, pour que le pays soit réunifié. Mais que voulez-vous que je dise? Je suis Congolais. Vous que vous êtes kabiliste, si on va dans ce sens, au moins moi je me reproche de rien. Donc si on va dans le sens de dire que je suis kabiliste, ben ça ne m'empêche pas. Ailleurs, il y a des médias étiquetés. Il y en a qui sont de gauche, qui sont de droite. Si on dit que je suis kabiliste, moi je m'en fous. Qu'est-ce que vous faites de la neutralité journalistique à ce moment-là? Non, attendez. Vous êtes capable d'assumer votre appartenance à la Kabylie. Mais j'ai refusé d'être au milieu du village, Perrault. J'ai refusé d'être au milieu du village. Je refusais de jouer à l'hypocrite, à l'hypocrisie. Je n'en veux pas. Moi, je veux être du côté de la vérité. Et ce qu'on disait hier, quand nous parlions de l'armée, quand nous parlions de crise financière, quand nous parlions de la stabilité institutionnelle, hier, certains nous ont traités des journalistes vendus. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui nous donnent raison. Vous savez, il y a des moments où moi, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas passer dans la rue et être calme. Il y a des moments où, pour rouler, il faut que ton véhicule soit avec des vitres teintées. Aujourd'hui, Perrault, en quelques jours, j'ai perdu une page Facebook avec 57 000 personnes. Aujourd'hui, j'en ai créé une autre. Dans l'espace de 2 mois, je suis à presque 15 000. Vous comprenez? Les gens ont compris que nous étions diabolisés pour rien. Et donc, vous qui souteniez Kabila, nous qui soutenions sa vision. Je pense que le problème, ce n'est pas l'individu, la personne de Kabila. Mais je reviens quand même. Non, attendez, j'ai fini. Le problème, c'est pas de te voir assumer autant ton kabilisme. Écoutez, mais moi, je suis content quand je vois des Américains défendre leur pays, peu importe les tendances. Ici, comme j'étais en train de dire, ce n'est pas la personne de Joseph Kabila que je défends. Je défends ici des idéaux, des valeurs qu'il incarne, notamment son patriotisme invétéré, Perrault. Notamment son patriotisme. Et j'ai donné des cas ici qui démontraient que Kabila était un patriote. Et aujourd'hui, beaucoup de Congolais regrettent Kabila. Moi, j'écoutais des gens ici et là qui disent, mais Kabila, on t'a fait la guerre pour rien.
Mais n'oubliez pas non plus qu'il a existé dans ce pays un groupuscule de journalistes qu'on appelait des journalistes engagés, des anti-Kabila. En ce moment-là, nous avions continué à soutenir la vision des Kabila. Moi, il est arrivé un moment sur un plateau de télé, un journaliste, il est député maintenant, qui m'a balancé en pleine figure. Tu soutiens Kabila, tu es piéton. Je lui ai dit que ma tête n'était pas à vendre, que je n'avais pas de convictions à vendre. J'achèterai un véhicule quand j'aurai des moyens. Et j'ai eu des moyens, je l'ai acheté. Je n'ai pas besoin qu'on me donne de l'argent. Comme je t'ai dit, je n'ai jamais rencontré Kabila. Je n'ai jamais échangé à tête avec Néhémie Mouilagna. Je ne pense même pas qu'il a mon numéro. Personne au FCC n'a échangé avec moi. Personne ne m'envoie sur un plateau de télé dire quoi que ce soit. Ce que je dis, je les professe du fond de moi-même. Jean-Pierre Kaïmbé, vous n'avez jamais rencontré Kabila, vous n'avez jamais rencontré Néhémie, mais vous rencontrez tout le temps son épouse. Là aussi, souffrez que je sois un peu, bon, taquin, que je t'embête autant. Oui. Kaïmbé, tu as bradé à un moment donné même l'honorabilité journalistique. On t'a transformé à une sorte d'écueilleur. Je ne sais pas si l'expression c'est dit en français. Si ça n'existe pas, prenez ça comme un néologisme. Un journaliste qui va derrière Olive Lembe, parfois lui porter la mallette, aller cueillir les mangues, les tomates, Du coup, on se moque de vous en disant que vous êtes un pimentier, un tomatier, Jean-Pierre Kaïmbé. Où est l'honneur du journaliste que vous êtes? Le militantisme vous amène autant non seulement à brader votre diplôme de journaliste, mais aussi votre honorabilité comme individu, comme journaliste, en allant se transformer à faire des caillottes avec Madame Kabila. Vous savez, je n'aime pas trop parler de cette dame, mais ça fait partie des personnes formidables que j'ai rencontrées dans ma vie. Des personnes formidables. Après 12 ans de métier de journaliste dans une ville comme Kinshasa, ne pas avoir des entrées dans des milieux haut placés, Perrault, ça voudrait dire que tu n'as pas bien fait ton travail. En tout cas, je pense qu'une décennie après, pour un journaliste de notre carrure, il faut avoir des entrées. Et la porte qui m'a été ouverte auprès de Madame Kabila, pour moi, c'est l'expression de la réussite de ma carrière. Pour un jeune grandi à Lukonga, dans les fins fonds du Kasaï central, qui se retrouve à Kinshasa, qui gravit les échelons. Parce que même ceux qui nous traitent de tomatiers, vous savez combien ils nous écrivent en privé. Mais je vais vous dire un truc. Autour de Madame Kabila, je suis essentiellement reporter. Comme vous l'êtes aussi, quelquefois, je ne vais pas vous rappeler que vous avez des politiciens autour de qui vous rôdez quelquefois. Je crois quelquefois on vous a vu à Lubumbashi, je crois autour de Kiaboula ou Mouyambo, que sais-je, Katumbi. D'ailleurs, on vous étiquette même Katumbiste. Je n'ai jamais été autour de Katumbi. En ce moment. Mais si j'étais Katumbiste, je l'assumerais comme vous. Je n'ai jamais été autour de Katumbi. Bon, voilà, mais on y va. Partout à travers le monde, des personnalités haut placées ont des journalistes qui les accompagnent. Je pars par cueillir les tomates et les piments, là où je pars faire mes reportages. Hein. Je pense la question, c'est les bradages de la personnalité. Tant que ça me permet de comprendre. Même l'honorabilité du travail. Non, je préfère encore ne pas venir sur un plateau vanter un individu que d'aller cueillir les tomates. Moi, je suis fils. Je suis sorti d'une famille des agriculteurs. Et c'est toujours avec excitation ou avec enthousiasme que je vois cette dame. Qui peut avoir son niveau, son rang, son niveau, tout ce qu'elle peut avoir et accepter de faire le champ? Qui peut? Qui peut? Et moi, pour moi, la voir cueillir les tomates... Donc dire de vous tomatier, pimentier, ça vous embête pas? Oh, d'ailleurs, vous savez ce qui s'est passé, c'est que une fois, je suis arrivé à Kingakati, j'ai pris quelques tomates, je les ai ramenées à la maison, j'ai donné à madame. À côté de chez moi, nous avons maintenant un petit jardin. Les tomates de Kingakati, ezobotama, comment on dit en lingala et susu. Toloni yango. Ça vous fait un potager? Un petit potager. Et autour d'elle, j'apprends. Et je comprends que on peut être si haut placé, mais être humble. J'ai du mal à retrouver les journalistes. Autour de cette dame, s'il vous plaît. Je retrouve un homme impressionné. Je suis allé. Non, je m'en fous. Le journaliste est là. Je suis allé d'abord en tant que... Le garçon intelligent, compétent que je connais, je l'ai perdu. Hein. Je l'ai vraiment perdu. Je ne le retrouve pas depuis qu'on a commencé l'émission. Je suis allé d'abord en tant que reporter. En tant que reporter, avec le ton
je me suis retrouvé fasciné par la personne de Mme Kabila, son humilité, sa générosité, son hospitalité. Je dois te dire, Perrault, en 12 ans de carrière, qu'elle vous donne beaucoup d'argent. J'ai rencontré les politiciens. Donne un véhicule à l'autre. Le problème, c'est pas l'argent, Perrault. L'argent, on l'a eu. On a eu de l'argent. Vous ne recevez pas de cadeaux chez elle quand même. J'ai eu des gens qui te payent mais qui t'insultent en même temps. Chez elle, il n'y a pas de cadeaux. J'ai eu des gens à Pessionbo, ma Fingio. Vous comprenez? Je préfère quelqu'un qui ne me donne pas de l'argent mais qui me considère, qui me parle. Olive ne vous donne pas l'argent, Jean-Pierre? Je n'ai pas dit le contraire. Ah, ok. Je n'ai pas dit le contraire. Mais en fait, c'est pas ça. Je ne dois pas venir ici pour parler de ce qu'Olive donne. Olive ne donne pas qu'aux journalistes. Olive donne aux pauvres. Mais Olive donne aux démunis. Où tout cet argent-là, Jean-Pierre Kayembe? Elle n'est pas au pouvoir. Elle veut quoi? Je sais que vous n'êtes pas porte-parole d'Olive. Je ne voudrais pas faire une émission, une fixation sur Olive Lembe. Mais ça donne l'impression qu'elle s'accroche à des choses. C'est comme si elle a une ambition après. Elle veut devenir présidente de la République après. Pourquoi veut-elle faire de l'ombrage à la première dame actuelle? C'est quoi son problème? Pourquoi elle ne laisse pas la liberté à Denise Nyakero de jouir de son aura de première dame? Pourquoi il s'y accroche tellement, Jean-Pierre Kayembe? Où trouve-t-elle son argent? Deux questions. Trop de questions. J'en ai deux. Où trouve-t-elle son argent? C'est la première question. Deuxième, on a l'impression qu'elle a un viseur de Denise Nyakero, qu'elle fait tout pour créer un certain ombrage à l'actuelle première dame. Madame Kabila, sans avoir la prétention d'être son porte-parole sur ce plateau, je dis des choses que je connais parce que je peux quand même faire quelques dépassements avec elle. Je trouve qu'elle est dans l'agriculture. Et l'agriculture rapporte. Parce que ces produits champêtres sont vendus, bien qu'à vil prix, ça lui rapporte de l'argent. Ça peut lui permettre de faire autre chose. Mais n'oubliez pas non plus que c'est quand même la femme d'un ancien président, que son mari avait un salaire. Vous comprenez? Que son mari avait un salaire et qu'elle peut. Mais le plus important ici, Perrault, ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on aide. C'est parce qu'on a ses cœurs. Mais je connais des gens qui comptent des millions, Perrault, qui n'aident même pas une sentinelle à côté. C'est pas parce qu'on a de l'argent. C'est parce qu'on a un cœur pour aider. Et Mme Kabila en a un. De deux. Est-ce qu'elle a des ambitions? D'abord, ce n'est pas interdit qu'elle ait des ambitions. Ce n'est pas interdit, c'est légitime. On dit qu'elle a déjà créé son propre parti politique. D'abord, j'ai dit c'est légitime. Mais je peux parler avec elle. Il a parlé avec d'autres journalistes, dont Yves Bouya et Moïse Zouba. Je suis arrivé à Kachamata. Je suis arrivé à Kachamata. Je rêvais de Lubumbashi, j'étais à Kachamata. On m'a montré là où il était assis un jour avec Edmond Izuba, avant les élections de 2018. Quand il disait à Edmond, il y a quelques années passées, que mon mari ne sera pas candidat en 2018, que mon mari va quitter le pouvoir. Pourquoi Izuba? Parce que lui, il est de l'autre côté? Non, pas parce qu'il est de l'autre côté. Ça fait quand même des références, ça fait partie des références dans la profession. Okay. Bouya et les autres. Je lui ai posé la question plus d'une fois. Il dit, moi j'ai fait la politique du ventre. Je travaille, je cultive, je laboure la terre pour que mes concitoyens aient à manger. Elle ne produit pas que les tomates, elle produit les ananas, les oranges, les patates douces, les maïs, les maniocs, ainsi de suite. Et c'est ici à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kindu. Elle ne sera pas candidate, Jean-Pierre Kayembe. On dit qu'elle a déjà créé un parti politique. On a dit d'elle qu'elle était candidate, qu'elle sera candidate en 2018 et elle ne l'a pas été. On a dit de son mari qu'il sera candidat, il ne l'a pas été. Si Olive devrait créer un parti politique, au regard de la politique sociale qu'elle mène, je peux te dire que je serai parmi les premières personnes qui démissionneront de cette profession pour s'engager activement au sein de ce mouvement. Mais malheureusement, il n'en a pas l'intention. Malheureusement, il n'en a pas l'intention. Parce qu'elle dit qu'elle n'est pas intéressée par la politique active, la politique politicienne, la politique des coups bas. Elle est intéressée par la politique du ventre. Elle a le temps d'aller labourer la terre, de cultiver pour donner à manger à ses concitoyens. Et l'autre version de ma question, l'autre volet de ma question sur Denise, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'elle a sur son viseur Denise Nyakero. Elle fait tout pour créer l'ombrage à la première dame. Mais moi, j'en sais rien. Est-ce qu'elle fait l'ombrage? Elle a fait son temps. Elle a fait son temps. Mais est-ce que vous allez dire à Michelle Obama de ne pas continuer avec ce qu'elle faisait, sa politique sociale? Michelle Obama est toujours très active. Je ne pense pas qu'elle fait ombrage à l'épouse de Biden ou à l'époque à Madame Trump. Ce que Madame Kabila fait
Je pense qu'elle n'est pas dans la politique, elle est dans l'humanitaire, dans la santé, l'autosuffisance alimentaire. Je pense que Mme Denise est aussi de son côté et elle fait son boulot. Je ne pense pas qu'il est important ici de chercher à créer un télescopage entre les deux dames qui se respectent. Et d'ailleurs, si on pouvait avoir des personnalités aussi engagées comme les deux, je pense que c'est le pays qui gagnerait que de créer des polémiques inutiles. Moi, je pense que l'une ou l'autre a du respect. Elles se respectent mutuellement. Maman Denise, j'apprécie notamment l'histoire de la bourse Excellencia. J'ai vu qu'il était à Paris. Il a rencontré des boursiers. Je pense que c'est bon. Autant que j'ai vu Maman Olive qui a construit des écoles ici et là, qui a construit un hôpital ultramoderne où les soins sont administrés aux malades au prix social, où je vois les femmes, de temps en temps, ils inondent le marché avec le produit de son champ. Si nous pouvions avoir... En fait, les deux dames nous servent d'exemple. Si nous pouvions chacun piquer ce qu'il y a de bon dans l'une ou l'autre, je pense que c'est le pays qui gagnerait. On va parler politique à présent, mais je ne referme pas ces plateaux sans poser cette question et terminer complètement ces dossiers pour que finalement, qu'on mette le pied dans le plat en politique. Vous êtes Kassaïen, vous soutenez une dame dont on dit qu'elle n'aime pas les Kassaïens. Est-ce que vous entendez ça aussi dans le couloir? Olive Lembo dit qu'elle est rare au Kasaï, elle n'a pas de grandes actions au Kasaï. Les Kassaïens se plaignent. En 18 ans, pendant qu'elle était là, elle faisait des grandes actions ailleurs. Pas chez vous au Kasaï. Voir un Kassaïen, de Lukonga comme vous le dites, dans le Kasaï central, faire l'éloge et travailler avec quelqu'un qu'on dit n'est pas aimer les Kassaïens, c'est quand même surprenant pour les téléspectateurs qui nous regardent à Moueneditou et à Chilenge quand même, à Demba ou ailleurs. Hein. Et si je ne fais pas d'éloge, je dis ce que la personne est. Ça, c'est un. Des deux, je crois que j'ai transcendé les clivages tribaux-ethniques. Pour la petite histoire, je suis né au Kasaï, j'ai grandi dans le Congo central, j'ai fait Goma, le Kivu, j'habite au Kinshasa. Je crois que je me sens citoyen du Congo partout. Olive n'aime pas les Kassaïens. Mais quand je compte, par exemple, d'abord son mari, à l'époque, je pense qu'il y a plus de Kassaïens qui se sont retrouvés, qui ont occupé des fonctions de responsabilité, mais qui n'ont pas construit chez nous. Moi, je suis surpris quand je vais ailleurs. Par exemple, dans le Kivu, je trouve que chaque notable du Kivu a construit quand même dans son village. Les nôtres, si vous voulez que je bascule dans ça, les nôtres ont eu de l'argent. Ils ont construit des petites maisons ici à Kinshasa, ailleurs, mais chez nous, ça se meurt. Il fallait attendre que nous, on arrive et qu'on construise chez nous. Effectivement, on est en train de construire. Comment dire que pareil, telle personne n'est pas des Kassaïens pendant que dans son entourage, je peux citer ne serait-ce que la petite équipe de communication qui l'accompagne, mais il est composé à 60% des Kassaïens. Il est composé à 60% des Kassaïens. La présidente, c'est Angèle Kissinda qui n'est pas Kassaïen. Non, je ne vais même pas citer des noms de gens ici. Il y a des gens... Sylvie Bongo, il y a des gens... Kassaïenne. Sylvie n'est pas Kassaïenne, et n'est pas Katangaise non plus. Donc vous allez en citer 4, 5, 6 et vous verrez qu'ils ne sont pas de sa région ou de la région de son mari. Je pense que... elle n'a rien fait au Kasaï. Elle ne fait pas beaucoup. Elle ne fait pas beaucoup au Kasaï comme elle fait. Attendez. Les Kasaïens se sont beaucoup plaints. Ils se plaignent encore de... Attendez. Au Kasaï... Ce rejet qu'Olive va leur envoie. Au Kasaï, Madame Kabila construit un hôpital, une école professionnelle à Chikapa, chez toi. Les images existent. L'école existe. Renseignez-vous. Le problème, c'est que dans ce pays, soit les gens sont amnésiques ou, à un moment donné, ils étaient omnibilés par la haine. Bon, je n'aime pas souvent utiliser cette expression. La kabilofolie. Kabilofolie, si vous voulez. Mais il y a eu des actions. Mais n'oubliez pas aussi qu'à un moment donné, il y a des dons qui étaient envoyés au Kasaï, qui étaient brûlés. Il suffit que les gens apprennent que ces dons viennent de telles personnes. Pour qu'un groupe de gens opposés à l'époque à l'ancien président s'active, qu'ils aillent brûler. Il y a même des gens qui ont été brûlés vifs. Mais je pense que quand nous étions à Lubumbashi, je pense que l'idée maintenant, c'est que maintenant qu'on n'est plus au pouvoir, qu'il n'y a plus des ambitions politiques, c'est d'étendre peut-être certaines actions. Mais il y a des actions qui existent, des hôpitaux, une école moderne, ultra équipée à Chikapa,
renseignez-vous. Maker Mwangu est encore en vie et d'autres personnalités de Chikapa et même ceux de Kananga. Il existe encore, des actions ont été menées, mais par mauvaise foi, les gens n'ont pas voulu suffisamment communiquer sur ça. Mais vous allez vraiment nous excuser qu'on entre tout le temps dans ça. Sinon, on ne peut pas dire de M. Kabila qu'il a été tribaliste ou qu'il n'aimait pas une région quelconque du pays. Peut-être c'est maintenant qu'on sent que on essaie de donner un peu d'avantage, d'importance, davantage à une quelconque région. Mais du temps des Kabila, je puis me permettre et donner même ma main que toutes les régions du Congo se sont retrouvées. Surtout nous, Kassaïens, nous avions été parmi les privilégiés. Je ne saurais citer de noms ici parce que la liste est vraiment longue. Jean-Pierre Kayemé, journaliste, patron de 24h.cd et de la chaîne YouTube Non à la balkanisation TV. Avec lui, on fait donc la ronde de l'actualité ici en République démocratique du Congo. Alors Jean-Pierre, je suppose qu'on a déblayé le terrain. Désormais, on sait vos positions. Quand vous viendrez ici, je reviendrai plus là-dessus. L'actualité reste quand même dominée par ces jeux de ping-pong entre d'un côté Paul Kagame et de l'autre Félix Antoine Tshisekedi. Première question, vous avez suivi Paul Kaguta Kagame, président du Rwanda, dire qu'il n'y a jamais eu de massacre dans l'Est de la République, dire de Mukwege c'est un manipulé, on lui a donné un trophée et on lui met le mot dans la bouche. Est-ce que vous avez été scandalisé ou vous vous êtes dit c'est normal, c'est dans la peau d'un président rwandais qui n'a qu'à défendre les intérêts de son pays? Mais Paul, il n'a pas commencé à le dire aujourd'hui. C'est un vieux discours. Avant lui, c'est quelqu'un qui passe nuit avec nous à Kinshasa, un ambassadeur qui a débuté ces discours négationnistes. Quand nous avions tenté d'organiser une marche, un sit-in pour protester contre les propos négationnistes de M. Karega, c'est notre police qui nous a gazés. J'étais à cette marche. Notre police nous a gazés. Le gouvernement de l'époque a dit qu'on allait convoquer l'ambassadeur, et ainsi de suite. Rien de tel n'a été fait. Kagame, moi j'ai eu je ne sais pas, la chance ou l'occasion de beaucoup fréquenter le Rwanda. Et donc, je connais plus ou moins l'homme. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui a sa politique, qui va jusqu'au bout. Il se donne même le moyen de marquer des buts sur un terrain étranger, comme ce qu'il a fait à Paris. C'est en regardant le président Tshisekedi tout droit dans les yeux qu'il les poignarde. Vous vous rendez compte? En langage diplomatique, je pourrais dire que M. Kagame ne respecte pas notre président. Mais vous avez vu qu'il y a chez nous une petite politique de séduction. On essaie de caresser M. Kagame pour l'amener à notre vision. Mais Kagame, c'est un vieux loup. C'est pas quelqu'un qu'on manipule à souhait. C'est quelqu'un qui a sa vision dans un coin de sa tête, qui sait ce qu'il veut. Donc, moi, je n'étais pas surpris par le propos de M. Kagame. Mais j'étais surpris qu'ils le disent tout juste après avoir rencontré notre président. Ça, c'est un affront. Je me demande bien qu'est-ce qu'ils se sont dit quand ils se sont vus. Et Kagame, c'est pas quelqu'un qui parle trop. Je connais plus ou moins l'homme. C'est pas quelqu'un qui parle trop. Vous allez voir, Kagame n'accorde pas d'interview tout le temps. Quand il décide de parler, c'est que ça fait partie d'un schéma. Ces discours n'étaient pas destinés aux Rwandais ni aux Congolais. Kagame a préféré parler sur le toit du monde parce qu'il a besoin de faire passer un message, de disculper son pays, de se blanchir lui-même. Et le dire quelques minutes après avoir rencontré le président du Congo, qui se trouve être le président de l'Union africaine. Pour moi, c'est très gênant. C'est un incident diplomatique, Perrault. En principe, le Congo, qui ne veut pas aller en guerre contre le Rwanda, devrait protester. Mais quand j'écoute, peut-être que la question... Mais le Congo l'a fait, non, avec notre président de la République. Quand le président dit qu'il connaît les canaux, il vante ce rapport avec M. Kagame, il dit qu'il sait ce qu'il fera et les canaux par lesquels il passera pour lui faire passer le message. Ça ne vous rassure pas? Vous pensez que M. Tshisekedi n'a pas été trop ferme? Vous auriez voulu que le président rencontre M. Kagame frontalement, ou que le président a choisi la voie de la sagesse et de la diplomatie, non? Non. En écoutant le président, j'ai eu la sensation d'un homme qui a peur. Qui a parlé parce qu'il y avait une forte pression ici sur le plan national. Il fallait parler, mais il n'a pas rassuré. C'est comme quand on était enfant. Tu te bats avec l'enfant du voisin, il te donne des coups. Tu dis, ben, le soir, quand mon père viendra, il va riposter. Ton père vient, tu lui dis, il dit, bah, bon, il va voir le père de l'enfant du voisin. Il va voir le voisin, bon, je pense que Makamwana, photo, en diplomatie, il y a une règle connue de tous, la réciprocité.
L'Iran répond aux États-Unis. L'Iran n'a pas les mêmes moyens pour combattre les Américains. La Turquie répond aux Américains. Je ne vais pas parler de la Russie qui a un peu plus de moyens. Nous attendions du président, non pas un discours genre, monsieur Kagame, je t'affronte, je te tape, tout ça, non. Que le président charge le Rwanda. Qu'il dise que le propos de monsieur Kagame ne reflète pas la réalité. Qu'il dise qu'il est désolé par le propos tenu par son compère. Qu'il dise qu'il n'est pas d'accord avec ça. Même si d'autres choses pouvaient se régler par voie diplomatique. Mais Kagame, qui est un fin stratège, un calculateur, il n'a pas attendu des voies diplomatiques. Kagame a voulu passer un message. Et nous, quand nous voulons faire passer le nôtre, on va utiliser quoi? On utilise Stop Congo. Je n'ai rien contre la radio de Kissan Lusakweno qui fait un travail impressionnant. Non, mais le président l'a fait aussi avec les médias internationaux. Hein. Bien, RFI France 24 notamment. Je voudrais vraiment écouter. Mais si c'était le même discours. Il a dit le même discours. Il a dit qu'il connaissait les canaux. Qui manquait de fermeté. Qui manquait de fermeté. Qui manquait de rigueur. Je pense que, en pareil cas, le président pouvait carrément se taire de vouloir parler pour ne pas convaincre. Au fond de moi, il ne m'a pas convaincu. Moi, j'attendais qu'il désapprouve, avec la dernière énergie, les propos de Kagame, qui allait jusqu'à traiter notre Mukwege de non manipulés, à qui on a offert, on a octroyé un prix Nobel, qui est téléguidé à distance. Est-ce que vous m'entendez parler? Non, mais nous sommes en guerre, Jean-Pierre Kagame. Mais peut-être que le président n'a pas voulu aller dans une sorte de confrontation, va en guerre avec Kagame pour préserver notamment l'état des sièges. Est-ce que le contexte dans lequel nous sommes avec des opérations militaires dans l'Est de la République, quand on sait que le Rwanda y est pour quelque chose, n'a pas M. Tshisekedi un peu à la prudence et à la diplomatie, à la retenue? Avec Kagame, on ne va pas gagner en dialoguant. Kagame, il faut le forcer. Parce que derrière Kagame se cachent des multinationales. Derrière Kagame se cachent des pays puissants. Et le travail que le président doit faire, c'est de convaincre ces puissants, notamment les Américains, de couper leur soutien à M. Kagame. De couper leur soutien. Et Kagame sera déplumé. Kagame en soi, il n'est rien. Ceux qui sont allés au Rwanda, ils comprennent peut-être pourquoi il tient encore. C'est parce qu'il a des soutiens derrière lui. Si le président arrive à obtenir le soutien des Américains, des Européens, qui vont déplumer Kagame, l'histoire du Kivu va finir. Mais si on veut aller sur la voie diplomatique, Kabila a essayé ça à un moment donné. Ce n'est pas pour rien que Kabila, avec Kagame, à un moment donné, ça ne collait plus. Parce que Kabila tentait sur la voie diplomatique, il a trouvé qu'avec Kagame, ça ne marchait pas. Le dialogue, Kagame, c'est parce qu'il écoute. Mais Kagame est un ancien militaire. Il l'est toujours. C'est quelqu'un qui écoute les bruits des bottes. Il n'écoute pas la voix des concertations. Donc, il faut forcer Kagame à faire la paix. Si vous allez avec Kagame, j'ai même entendu qu'on envisage des opérations conjointes, mais celles qu'on a envisagées en 2009, ou Moja, Amani 1, 2, ça aboutit à quoi? Parce que Kagame, quand on lui posait la question de ce qu'on fera des Tutsis, non pardon, des Hutus, qui sont au Congo, parce que le Rwanda n'a pas assez de place, Kagame a dit qu'il avait son idée. Et jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais dévoilé de quoi il s'agit. Donc lui, c'est le Congo qui va héberger les militaires rwandais, pardon, les Hutus, les Interahamwe et les autres qui sont ici. Et le discours du président, Félix Tshisekedi est un homme bon. Son discours, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très ouvert, qui a besoin de faire la paix. Mais on ne peut pas faire la paix avec Kagame. C'est compliqué parce que Akoyo Kayote, il va chercher à dérouler. Quand il trouve qu'il n'en peut plus, il va monter une rébellion. Il va faire comme on a fait avec le CNDP, comme on a fait avec le M23. C'est vrai que l'état de siège ne l'arrange pas forcément, c'est vrai. Mais il faut l'y pousser encore. Pousser Kagame jusqu'à son dernier retranchement. S'il faut aller en guerre, qu'on aille en guerre. Parlons justement de cet état des sièges, Jean-Pierre Kagame. Félix Antoine Tshisekedi, après avoir fait un peu la cartographie dans tout ça, il dit qu'il veut absolument régler définitivement ces questions liées à l'insécurité dans l'Est de la République. Et pour ça, il y a l'état des sièges avec le remplacement des administrations civiles par des administrations militaires. Est-ce que vous pensez que c'est la recette qui manquait? Est-ce que vous pensez que c'est la bonne décision que le président de la République a prise? Est-ce que vous pensez que l'état des sièges va nous aider finalement à résorber cette question sécuritaire dans l'Est de la République? Moi, je crois qu'il y a toute une initiative qui va dans le sens de pacifier notre pays
nous débarrasser de certaines poches de résistance qu'il y a. J'ai appris que nous sommes passés des 30 groupes armés du temps de Kabila quand il partait à presque 150, un peu plus. Je crois que c'est une petite bataille entre statisticiens. Mais toute initiative qui va dans ce sens, moi, je la soutiens. Est-ce que l'état de siège, c'est ce qu'il nous fallait? Je pense que, avant tout, le président doit obtenir le soutien de ceux qui soutiennent ces groupes armés. Il y a des pays, il y a des visages derrière ces groupes armés. Il y a des gens qui existent. Et je ne comprends pas comment, jusqu'aujourd'hui, notre justice ne s'est jamais intéressée à obtenir, ne serait-ce que la liste que détiendraient M. Mbosso et M. Kabound, des députés rebelles, des députés miliciens qui siègent à notre hémicycle. Parce qu'il faut commencer par là aussi. Ça fait partie des démarches. D'ailleurs, je pense que c'est bon, maintenant qu'on est en plein état de siège, qu'on réactive ça, qu'on arrête ces députés, on couperait quand même l'herbe sous les pieds de certains terroristes. Quand nous avions dit, autour de 2016-2018, qu'est-ce qui s'est passé dans le Kivu, à Béni, c'était du terrorisme. Des gens ont dit que c'était des choses boutiquées par Kabila. Aujourd'hui, je suis content quand le président Tshisekedi reconnaît lui-même qu'à l'époque, opposant, il a imputé à M. Kabila des faits moins vrais qu'on trouve. Et aujourd'hui, il est face à la réalité. Mais quand on parle de l'état de siège, il y a quand même une démarche juridique qu'il faille respecter. Je pense autour de l'article 84 ou 86, 144 ou 145 aussi. Le président, il consulte le Premier ministre, les deux présidents du Sénat, des deux chambres, il décrète l'état de siège. L'état de siège qui peut être qui est étendu sur une durée bien déterminée doit être accompagné. Il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement, des lois. Par exemple, pendant l'état de siège, il y a des droits, il y a des choses qui ne se font plus comme avant. Et là, il faut que le Parlement s'y mette. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que le Parlement ne peut pas aller en vacances pendant l'état de siège parce qu'à tout moment, on peut recourir à lui pour une loi ou une autre. Cela n'a pas encore été fait. Vous savez qu'il y a eu l'état d'urgence dans ce pays qui n'était pas non plus accompagné par une loi. Bon, je ne sais pas comment les juristes qui sont autour du président, moi j'ai eu le malheur de ne pas terminer mes cours de droit, j'ai même l'intention de reprendre, peut-être pour mieux comprendre encore les choses. Je ne comprends pas comment les juristes qui sont autour du président font. Mais bon, ce qui importe ici, au-delà du juridisme, c'est peut-être la paix. Et si on va dans ce sens, si le président pense que j'ai appris quand même qu'il y a des bonnes nouvelles, qu'il y a des villages. Mais le problème, c'est aussi cette cacophonie ou ce manque d'infos crédibles. En ce moment, nous n'avons vraiment pas des informations sûres de ce qui se passe au front. Gloire à Dieu, si nous arrivons à vaincre ça, ce sera l'avantage du président Tshisekedi, mais surtout l'avantage du Congo qui aura finalement mis fin à ces quelques années d'un activisme militaire cyclique dans cette région où nous avons perdu, en tout cas depuis l'arrivée. Kabila n'a pas réussi à terminer, hein, tout en étant de formation militaire, hein, ça il faut le dire. Kabila pose d'ailleurs la question. Non. Kabila général, pourquoi il n'a pas pensé à l'état de siège? Kabila général, c'est lui qui avait les possibilités d'arrêter toute cette situation d'insécurité, Jean-Pierre Kaembe. Kabila a vaincu deux groupes armés soutenus par l'étranger, des pays puissants qui voulaient marcher sur le Congo. Le CNDP, n'oubliez pas. Le M23, n'oubliez pas non plus. Il n'y avait pas plus redoutable que le M23. Quand le M23 arrive à Goma, j'étais dans la région, on se disait que Kinshasa allait tomber. Notre armée, Kabila laissait les FRDC, 8e armée en Afrique. Mais quand lui arrive, il ne trouve pas d'armée. Il trouve des gens disparates. Il faut réunifier l'armée. Il faut la gérer. Il faut l'entraîner. Il faut lui doter des moyens conséquents. Il vous laisse une armée perchée au 8e niveau en Afrique. Ce n'est pas peu pour un pays qui n'en avait pas. Kabila a trouvé combien de milices? Il a trouvé un pays disparate. Il a trouvé un pays divisé en républiquettes. Perrault, aujourd'hui, tu peux aller à Bounia. Aujourd'hui, il se passe des choses à Béni, mais tu peux y arriver. Mais il y a quelques ans passés, on ne pouvait pas arriver à Goma. On ne pouvait pas aller à Kisangani. Kabila a œuvré. Il a réunifié le pays. Il a laissé le pays sous les rails. En fait, Félix Tshisekedi trouve un pays
qui n'avait que quelques 30 groupes armés, selon les dernières études. Donc quand on dit et ces Kabila, groupes armés étaient même défaits. Les ADF étaient totalement anéantis. Quand on dit Kabila, c'est un homme qui a détruit les pays. Kabila, c'est le malheur, c'est l'auteur de tous les malheurs du Congo. Vous pensez que c'est de la méchanceté tout simplement. Pour vous, Kabila a été un bon président. Ceux qui ont dit ça, aujourd'hui, ils sont en train de se repentir. Ils se confessent en fait. Ils trouvent que c'est à tort qu'ils ont imputé tout ça à Kabila. Ils trouvent que Kabila était un grand nationaliste. Un homme qui aimait profondément son pays, qui s'est battu, qui a accepté de partager son pouvoir pour restaurer l'autorité de l'État, pour qu'il y ait la paix sur l'ensemble du pays, qui a fait énormément de concessions. Combien de fois il a partagé son pouvoir avec des gouvernements, avec des vice-présidents. Et je pense que, vous savez, souvent, on arrive à blanchir quelqu'un après sa mort. J'ai lu quelque chose publié par Papi Tamba qui m'a beaucoup touché. Il dit Kabila a la chance de vivre cette reconnaissance tout en étant vivant. C'est un héros vivant. Et aujourd'hui, toutes les langues méchantes qui disaient des choses contre lui, se confessent. Et je ne sais pas ce qu'il en pense, lui, là où il est, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. Mais les Congolais étaient simplement méchants. Inutilement méchants. Et ils ont compris. Et ce que nous devons faire maintenant, c'est qu'il faut rassembler tous nos efforts. Soutenir l'armée. Je suis contre la petite campagne qui est en ligne. Des gens qui se font de l'argent derrière l'armée. Qui vendent des t-shirts, tout ça, soutien au FRDC. Non. Bien au contraire, je serais d'accord, par exemple, que le ministère de la Défense ou qu'une ONG crédible initie une campagne, par exemple, de collecte des fonds. Collecte des fonds en faveur de l'armée. Ça, je ferai. Pas des opportunistes ou des charognards qui se servent du malheur de nos concitoyens, des bénis, des touris, ainsi de suite, pour se faire de l'argent. Là, je ne suis pas d'accord. Donc, Kabila était simplement incompris. Avec le temps, il est en train d'être compris. On est en train de le blanchir. On disait que Kabila traitait avec Kagame. Or, Kabila avec Kagame, c'était le jour et la nuit. Ouais, mais aujourd'hui, le président Tshisekedi appelle Kagame avec beaucoup d'affection. Mon frère. Mon frère. Imaginez que c'était Kabila qui disait de Kagame, mon frère. Qu'est-ce qu'on allait dire? Zongisei na Rwanda. Jean-Pierre Kaïm, on va terminer cette émission. On me signale qu'on est à la 50e minute. Je n'ai pas vu le temps passer, sincèrement. Oui, un mot quand même par rapport à Matata Ponyo. Vous voyez les dossiers IGF. Lever des immunités de M. Matata, pas encore. Jean-Pierre, on parle quand même de plus de 200 millions de dollars américains qui auraient pris à une destination inconnue. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un homme d'État, Matata, devait lui-même demander la levée de ses immunités pour aller se justifier devant le cours des tribunaux? D'abord, en ce moment, on parle de cette affaire de Bukangalonzo. Pero il faut dire que là, sur le parc, à Bukangalonzo, les maïs moisissent. Parce que l'équipe qui est là n'a pas de moyens pour exporter ces maïs, les amener dans les centres principaux de consommation. C'est déjà un problème. On a pensé relancer, on ne donne pas les moyens. Et j'ai même appris qu'il y a eu une conclusion selon laquelle le sol de Bukangalonzo n'est pas assez potable, n'est pas fertile pour... cette version, je l'avais depuis longtemps. Mais bon, dans ce pays, parfois, il faut attendre que certaines choses se produisent pour que l'on se rende compte que tel avait raison ou avait tort. Ça, c'était un fait. Des deux, Matata a-t-il détourné? Je ne suis pas son juge. Néanmoins, je reconnais en cet homme une vision. Ça va encore te surprendre. Je n'ai jamais rencontré Matata en face. Je ne l'ai pas rencontré. La seule fois où je suis arrivé à Kindu, il était sur place, mais on ne s'est pas vu. Je n'ai pas non plus demandé à le rencontrer. Parce que je n'aime pas courir après les politiciens. Mais j'ai vu cet homme visionnaire qui a développé Kindu. Kindu, d'il y a peu, est de loin différent de Kindu d'aujourd'hui. Où vous avez maintenant des petites voitures qui roulent dans Kindu. À l'époque, il n'y avait que des vélos. Je suis content. Si chaque leader, sans détourner, pouvait penser, même s'il a détourné, mais qu'il pouvait pour autant penser. Il doit détourner. Il n'y a que son juge. C'est quoi? Ça, c'est pour justifier le fait que c'est un bon détourneur qui a pris l'argent du détourneur. Qui aurait pris, je parle au conditionnel, je ne dis pas que Matata a détourné, qui aurait pris l'argent pour construire Kindu? Il n'y a que son juge naturel. Vous pensez quoi? C'est un acharnement de l'IGF? Sans pénétrer le fond, je pense que on a ouvert finalement un dossier au niveau du parquet. Je crois après la Cour de cassation. À l'époque, c'était la Cour constitutionnelle. J'espère que seule la justice arrivera à nous démontrer si Matata a détourné. Je l'entends, c'est défendre à gauche, à droite, même si je trouve qu'à un moment donné, il en fait de trop. Il faut qu'il se taise. Il ne faut pas qu'il tombe dans le jeu de l'IGF. Vous et moi avions travaillé avec l'IGF à la primature. C'est un homme que nous connaissons.
j'ai peur que les GEF soient utilisés en ces moments pour régler des comptes à des potentiels adversaires politiques du président Tshisekedi en 2023. Matata serait un potentiel candidat en 2023. Vous pensez que c'est ça qui est à l'origine? J'ai fait une analyse il y a longtemps. J'ai dit, l'affaire Caméré, vrai ou fausse, mais on a quand même amputé les Kivu de son candidat naturel. Les deux Kivu. Mais le bloc Grand Kivu inclut aussi le Maniema. Et dans le Maniema, si Shadari n'a pas été élu dans le Maniema, c'est parce que Matata n'a pas donné son mot d'ordre. Matata est un petit dieu dans cette région. Et Matata, c'est un homme crédible, entre guillemets, écouté au niveau de la communauté internationale. L'écarter, je pense, à mon avis, que ce serait des bonnes guerres. On aurait au moins un adversaire de moins. Parce que quand je vois ce qui se passe autour de lui, et ces enquêtes à géométrie variable, moi je croirais en la justice, en l'état de droit, quand je verrai que M. Eteni Longondo, cité dans un rapport, il me semble qu'il aurait remboursé l'argent. Mais c'est quand même une tentative de détournement. Quand je le verrai derrière le barreau, quand je verrai John Tumba, celui-là même qui aurait détourné des fonds destinés aux 100 jours chez moi à Kananga. Kananga est une broussaille. Mais on lui donne de l'argent pour ne serait-ce que faire le peu qu'il aurait détourné, selon les infos. La justice a même demandé que ces immunités parlementaires soient levées. Chose qu'aujourd'hui, lettre morte. Il y a eu autour du président Tshisekedi des proches. Un certain Lobo qui a passé quelques 2 jours en prison et puis qui est sorti. Et puis les gardes je crois, de la commission de lutte contre la corruption. Moi, je serais content quand je verrais quand même que, à la fois qu'on enquête de l'autre côté, mais qu'il y ait aussi des enquêtes et des coupables ou des gens innocentés de l'autre. D'un côté comme de l'autre, la justice doit faire son travail. Mais j'ai l'impression que maintenant, la justice, c'est à géométrie variable. Je ne voudrais pas dire qu'il s'agit d'un acharnement. Je ne sais pas si M. Matata a détourné. S'il a détourné, sa place n'est pas au Sénat, sa place c'est dans une cellule pénitentiaire. Moi, je ne le défends pas. Il a beau construire l'université, Mapon, que j'apprécie. Il a beau goudronner Kindu et lui donner un sens des villes. Mais s'il a détourné notre argent, parce que après tout, c'est notre argent à nous. Il faut qu'il réponde de ses actes. Mais il ne faudrait pas que ça prenne des allures d'un règlement des comptes ou d'une volonté manifeste d'écarter tout candidat. Parce que à côté de ce qui se passe avec Matata, je vois Noël Tchani qui s'agite aussi avec une proposition de loi unique de nature à diviser davantage les Congolais qu'à le rassembler. Vous comprenez? Et tout ça, ce sera mis sur le dos. Vous pensez que Noël Tchani, c'est aussi un projet pour écarter Moïse Katumbi, comme beaucoup le disent? Il serait en train de craindre le candidat Katumbi pour 2023? Vous savez, je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas leur place en ces moments sous Félix Tshisekedi. Il a eu le malheur d'être chantre de l'état de droit, de la démocratie. Et je pense qu'aller outre serait cracher sur son combat, mais pas son combat, celui de son père. Parce qu'aujourd'hui, quiconque essaie de dire le mal, enfin pas le mal, mais quiconque essaie de contredire ou de s'opposer à certaines pratiques malveillantes qu'il y a ici est qualifié de haineux. Et je dis à ceux-là, doit-on dire que Étienne Tshisekedi, c'est même le patriarche de la haine? Parce qu'il s'est opposé 32 ans durant à des régimes successifs, de Mobutu à Kabila père et fils. Vous comprenez? Félix Tshisekedi a tout intérêt à redorer le blason terni. Il ne faudrait pas que ce qu'on a reproché à d'autres se retrouve dans son camp. Vous voyez, par exemple, on a emprisonné des musulmans. Après ce qui s'est passé au stade des Martyrs, il y a eu un policier pris à partie, tabassé, molesté. Ça, c'est condamnable. Des gens ont été arrêtés. Un procès expéditif. Mais Perrault, dois-je te rappeler que c'est dans ce pays, au mois de juillet, qu'il y a eu une marche interdite par le ministère de l'Intérieur, organisée par un parti politique bien identifié. L'UDPS. Pour ne pas le citer. Il y a eu mort d'hommes, y compris des éléments des forces de l'ordre.
un conseil des ministres s'était même réuni et qu'on a dit qu'on allait déclencher des mécanismes pour que des auteurs matériels et intellectuels de ces émeutes soient arrêtés. En ce moment-là, on a saccagé des biens des particuliers et même ceux de l'État. Jean-Marie Kassamba en est victime. Jusqu'à aujourd'hui, aucune indemnisation, aucun début de poursuites judiciaires. Il faut éviter une justice à double vitesse. Il faut éviter une justice à géométrie variable. L'état des droits est contre ça. L'état des droits, Perrault, c'est que nous tous Congolais, nous sommes égaux devant la loi. Que vous soyez du parti au pouvoir ou de l'opposition. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement. Ça, je le dis avec regret. Jean-Pierre Kayembe, 1 heure d'émission, ça a été un grand régal de t'avoir sur ce plateau. La semaine prochaine, tu reviendras ici. Il faut dire que ce n'est pas facile de répondre aux questions de Perrault. De temps en temps, il insinue des choses. De temps en temps, il y a des petits pièges dedans. Mais c'est quand même bon quand on ne se rapproche de rien, quand on a des comptes à rendre à personne et qu'on s'exprime en toute liberté. En toute liberté. Moi j'ai une citation, j'en ai fait mon credo, c'est que la justice impose la paix, Perrault, mais la force provoque la résistance. Jean-Pierre Kayembe, merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Les lecteurs de notre église à Lemba, demain, c'est dimanche. Oh, la messe, nous irons à la messe. Pour aller à la messe, pour aller nous faire la lecture de la parole de Dieu. Oui, ce que nous faisons ne nous empêche pas d'être au service de Dieu. Merci beaucoup. Quand quelqu'un m'a menacé ces temps, il y a 2 semaines, j'ai reçu énormément de menaces. J'ai dit, bon, moi, j'ai 32 ans maintenant. Si j'arrivais à mourir, au fait, ce serait avec un sentiment d'un devoir accompli. Tu as servi l'église, tu as servi ton pays, et tu as fondé une famille. Non, 32 ans, tu es encore jeune. En parlant de là, justement, on profite de l'occasion pour présenter des condoléances à monsieur Badibanga, Sami Badibanga, qui a perdu son fils de 32 ans. De 32 ans. Qui a le même âge que toi, dont vous êtes nos jeunes frères. Nos condoléances. Nos condoléances donc à Sami Badibanga. Jean-Pierre, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Jean-Pierre Kayembe sur les réseaux sociaux, sur sa page Facebook, Jean-Pierre Kayembe officiel. Tatou? Non, officiel, on l'a piraté, oui. Jean-Pierre Kayembe Tatou, maintenant, c'est là que je suis. Jean-Pierre Kayembe Tatou, vous pouvez aller lire les informations sur 24h.cd, qui est donc son site d'information, oui. Et aller donc vous abonner massivement sur sa chaîne YouTube, non à la balkanisation TV sur YouTube. Jean-Pierre, merci. Reviens quand tu le veux. L'honneur que tu m'as fait, c'est pas toujours facile, Perrault. Merci. Je dois prendre un verre d'eau juste après. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, ça a été un grand plaisir de vous présenter cette émission. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de cette émission. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Allez, bonsoir chez vous. Umukunzi